tout d'abord, nous allons commencer par définir ce que c'est qu'un dipôle en électricité. Sachez qu'un dipôle est un composant électrique formé de deux pôles. Di, ça veut dire deux pôles, une entrée, une sortie. Et là, nous allons voir les différents types de dipôles. Donc, parmi les dipôles, on trouve des dipôles récepteurs et des dipôles générateurs. Alors, les dipôles récepteurs, ce sont des dipôles qui reçoivent l'énergie électrique. On peut citer par exemple une ampoule, une résistance, etc., etc. Un générateur est un composant électrique, donc un dipôle qui génère de l'électricité, de l'énergie électrique. Parmi les dipôles récepteurs, il y a deux types. D'abord, les dipôles passifs. Donc, les dipôles passifs, ce sont des dipôles qui convertissent intégralement l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie thermique. Et je peux donner comme exemple les conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques. Ensuite, vous avez des récepteurs qui sont actifs. Récepteur actif signifie que le dipôle convertit l'énergie électrique qu'il reçoit soit en énergie mécanique, Donc on peut citer les moteurs, par exemple, ou bien énergie chimique. Et on peut donner comme exemple ici les électrolyseurs, par exemple. Ils convertissent une partie de l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie chimique. Donc sachez que les récepteurs actifs, ce sont des dipôles qui convertissent la plus grande partie de l'énergie électrique qu'ils reçoivent en énergie mécanique pour les moteurs et en énergie chimique pour les électrolyseurs. Sachez qu'une partie de l'énergie électrique qu'ils reçoivent est dissipée sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est pour cela qu'un moteur, quand il fonctionne, que ce soit moteur par exemple d'un aspirateur ou d'un sèche-cheveux par exemple, quand il fonctionne, il chauffe un peu. L'énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Mais par contre, la plus grande partie de l'énergie électrique est convertie en énergie mécanique ou bien énergie chimique, tout dépend des dipôles. Maintenant, les générateurs, ce sont des dipôles actifs. Et donc, leur but, c'est de produire de l'énergie électrique. Donc voilà un petit résumé sur les différents types de dipôles. Voilà ce que l'on peut dire sur la définition des dipôles et les types de dipôles. Bien, nous passons maintenant à la caractéristique d'un dipôle. Donc, que signifie la caractéristique d'un dipôle? Sachez que
il y a des dipôles récepteurs et des dipôles générateurs. Donc, il y a la convention récepteur et puis convention générateur. Donc, ça signifie quoi ces deux conventions? Bon, là, je viens de faire un schéma de deux dipôles. Hein, je les ai représentés par un symbole quelconque. Sachez que la convention récepteur, donc la définition, on l'a déjà donnée avant. Qu'est-ce qu'il fait le récepteur? Il reçoit de l'énergie électrique. Hein, je vais représenter I, le courant qui rentre dans le dipôle. Et sachez que la tension aux bornes du dipôle, elle est de sens contraire. C'est ça la convention d'un récepteur. Donc tous les récepteurs que vous aurez dans des circuits électriques, la tension en ces bornes, elle est de sens contraire au sens de I. Donc si on vous demande de représenter les tensions électriques au bord des dipôles, la première chose d'abord à faire, c'est représenter le sens de I. Et puis la tension U au bord des dipôles sera de sens contraire à I, comme ce que je viens de faire. Comme ça, la tension va être positive dans ce cas-là. Hein, parce que si on la représente dans l'autre sens, elle va être négative. Donc retenez ça. Maintenant pour un générateur, sachez qu'un générateur, je vais mettre plus, moins, comme ça. Donc sachez que par convention, le courant électrique sort de la borne positive et rentre dans la borne négative pour un générateur. Donc ça, cette convention, il faut la connaître. Et quelle est la convention générateur maintenant pour la tension? Donc sachez que la tension au bord d'un générateur, ça va dans le même sens que I. Donc si vous avez un générateur dans un circuit et que vous voulez représenter U aux bornes du générateur, eh bien le U va être dans le même sens que I. Donc voilà les deux conventions, il faut les connaître parce qu'elles sont importantes. Et maintenant la caractéristique c'est quoi? Eh bien c'est la courbe de U en fonction de I ou bien de I en fonction de U. Donc je vais prendre une fonction G, puisque la fonction G est différente de F. Hein, je n'ai pas le même graphique. Donc voilà, c'est la tension en fonction de l'intensité ou l'inverse. Hein, dans cette leçon, on va se consacrer à représenter U en fonction de I. Et vous verrez dans d'autres livres cette représentation-là aussi. Bien, nous allons commencer par voir la caractéristique d'un générateur. C'est joint le montage qui peut être différent. Donc, qu'est-ce qu'il comporte ce montage? Il comporte une résistance variable qu'on appelle un rhéostat. Un ampèremètre pour déterminer l'intensité du courant I. Un voltmètre pour déterminer la tension aux bornes du générateur, et puis une résistance de protection au cas où le rhéostat atteint la valeur 0 par exemple, pour protéger le générateur. Donc voilà le montage. La première chose, on va d'abord représenter le sens du courant électrique. Par convention, ça va de plus vers le moins. Donc là, c'est le sens du courant électrique. La convention générateur, c'est que le sens de U est dans le même que celui de I. Donc voilà, le U aux bornes du générateur. Sachez que pour les bornes de voltmètre, normalement, le V, il est là et le COM est là pour avoir une valeur positive de U. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait varier le rhéostat.
Et pour plusieurs résistances, eh ben, le I va changer ainsi que la valeur de U. Donc, on relève ces valeurs dans un tableau et après, on trace U en fonction de I. Bien, une fois qu'on a tracé la courbe de U en fonction de I, hein, on remarque qu'on obtient une fonction affine décroissante. Donc, c'est une fonction affine décroissante euh, de la forme y égale à ax plus b avec le petit a inférieur à 0. Donc voilà la caractéristique d'un générateur. Donc voilà la caractéristique d'un générateur. Donc ici, pour un générateur, le B, c'est égal à la force électromotrice E du générateur. Et le petit a égal à moins R, avec R, la résistance interne du générateur. Donc, qu'est-ce que ça me donne Donc, quelle est l'équation maintenant de U en fonction de I? Donc, on obtient U égale à E moins R fois I. Voilà l'équation de cette fonction affine qu'on vient d'obtenir. Donc, sachez que moins R, c'est petit a, X, c'est I. Ah, je le fais ici si vous voulez. Voilà, le U ici égale. Le A, c'est moins R. X, c'est I, c'est-à-dire le courant électrique, plus B, c'est E. On va définir ce que c'est que E. Donc vous voyez que cette écriture-là représente la caractéristique du générateur. Et sachez que vous la trouverez toujours écrite sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on met le E en premier, et après on met moins R fois I. Sachez que là j'ai la multiplication R fois I, ici. Donc, qu'est-ce que ça représente E? E, ça s'appelle la force électromotrice du générateur, force électromotrice du générateur, qu'on note F, E, M. Donc sachez que lorsque vous allez dans le commerce acheter une pile électrique par exemple, eh bien, la valeur qui est notée sur la pile, c'est sa force électromotrice. Hein, soit 1,5 volts, 9 volts ou autre. Et alors, pour déterminer E, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais marquer entre parenthèses, ordonnée à l'origine. Donc ça veut dire que c'est ici l'ordonnée à l'origine, ça veut dire pour I égale à 0 ampère, quelle est la valeur de U? Donc la valeur de U va être égale à E. Donc l'unité bien entendu de E, ce sont des volts, puisque c'est une tension électrique. Voilà comment déterminer la force électromotrice du générateur. Maintenant le petit r, sachez que le petit r, c'est moins petit a. Et petit a, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de cette fonction affine. Donc c'est égal à delta U sur delta I. Faites attention, le A, il est négatif. Vous voyez, il est négatif. Donc avec le moins qui est là, ça nous donne une valeur positive pour la résistance interne du générateur. Faites attention à ça. Hein, il y a quelques
fois on oublie de mettre le moins et on se retrouve avec une résistance négative, ce qui n'est pas possible. Euh, et donc, si je calcule ça graphiquement, hein, si je prends deux points A et B, donc on a B moins UA sur IB moins IA. Et on calcule petit a. Donc sachez que pour les unités, R, c'est une résistance. Donc c'est, je vais le mettre en couleur. Donc on nomme le petit r. Ici, le delta U, c'est des volts. Et puis le delta I, c'est des ampères. Donc faites très très attention aux unités. Si on vous donne I en milliampères, et bien pour trouver R en ohm, il faut convertir les milliampères en ampères. Pareil pour U. Si on vous donne U en millivolts, il faut convertir les millivolts en volts pour trouver R en ohm. Donc, si je représente graphiquement, vous voyez, je prends deux points A et B. Donc, sachez que là, donc là c'est UA ici, UB ici, et après, là vous avez IA, et là vous avez IB. Donc sachez que pour le coefficient directeur, c'est la même chose que en mathématiques. Vous voyez, vous prenez quelque chose comme ça, vous voyez, et après j'ai delta U sur delta I. Ça c'est delta I ici, et là c'est delta U. Et sachez que les points A et B, bien entendu dans ce cas-là, c'est bien de prendre A ici. Comme ça, j'aurai I égale à 0 et puis j'aurai moins de calcul à faire. Donc sachez que le A et le B, vous avez le choix de prendre deux points quelconques sur la fonction affine, c'est-à-dire sur la droite. Voilà pour cette caractéristique. Ce genre de générateur, quand on trouve une caractéristique comme ça, c'est-à-dire une fonction affine, eh bien, ce genre de générateur porte le nom de générateur non idéal de tension. C'est-à-dire qu'il n'est pas idéal de tensions électriques. Bien, si on trouve que l'équation qui modélise la caractéristique d'un générateur est une fonction affine décroissante, eh bien, on appelle ce générateur un générateur non idéal de tension. Générateur non idéal de tension, ou bien un générateur qui n'est pas parfait. Non idéal de tension. Cela veut dire que lorsque I augmente, U aux bornes du générateur diminue. Donc quand vous achetez une pile dans le commerce, la force électromotrice qui est donnée sur la pile, c'est une tension à vide. On appelle ça tension à vide. D'accord? E, qui est la force électromotrice, on l'appelle tension à vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tension sans que le générateur soit dans un circuit électrique. Ça veut dire que vous prenez un voltmètre et directement vous mesurez la tension qui est au bord de la pile. Faites attention à un petit piège. Si on vous donne une caractéristique comme ça, je vais tracer rapidement. Une caractéristique donnée comme ça, I ampère, U volt, 0, et vous avez une caractéristique comme ça, tracée de cette façon-là.
Ça veut dire que dans le tableau des valeurs de U et de I, on n'avait pas la valeur de I égale à 0. Vous voyez? Donc si dans ce cas-là, on vous demande de trouver le E et le R aussi, je vais noter que c'est la résistance, je l'ai déjà dit mais je ne l'ai pas noté avant, résistance interne du générateur. C'est cette résistance qui provoque l'échauffement du générateur quand il fonctionne. Vous voyez, par effet Joule, eh ben, il y a une perte d'énergie électrique et cette perte d'énergie électrique chauffe le générateur. C'est pour cela que lorsque, par exemple, vous chargez votre téléphone portable ou lorsque vous faites fonctionner un circuit avec une pile, eh ben, si vous mettez votre main sur la pile ou bien sur votre chargeur, eh ben, vous allez sentir un petit peu de chaleur. Eh ben, cette chaleur, elle est due à cette résistance interne du générateur. Vous voyez, donc on verra ça quand on fera l'énergie électrique dans la prochaine leçon. Donc R, pour déterminer R, bon, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est le coefficient directeur. Hein, vous faites comme ça et puis vous calculez delta U sur delta I. Mais par contre, pour E, attention, il ne faut pas faire comme ça et prendre E ici. C'est faux. Ça, non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prolonger. Donc ça, à ne pas faire. Donc ça, à ne pas faire. Donc en fait, vous prenez votre règle et vous prolongez la droite, c'est-à-dire la fonction affine, jusqu'à l'axe des ordonnées, vous voyez? Hein, donc je vais faire comme ça. Et le point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, c'est ce point qui vous donnera la valeur de la force électromotrice E. Donc vous voyez bien que ce n'est pas ce point-là que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc faites attention à ce piège-là. Et puis sinon, les calculs sont répétitifs et puis identiques. Maintenant, un générateur qui n'a pas de résistance interne, puisqu'on a parlé de générateur non idéal. Donc un générateur idéal maintenant, comment on va le représenter? Donc sachez qu'un générateur idéal, un générateur idéal de tension au parfait, idéal de tension, eh bien c'est un générateur donc sa caractéristique elle est donnée par cette équation-là. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement ici? Eh bien c'est la résistance qui est nulle, vous voyez? Donc s'il est nul, eh ben, tout ça, ça vous donne 0. Et donc, on retrouve avec U égale à E. Et alors, la caractéristique maintenant, si on la trace, ça va être quoi? Eh bien, ça va être... je vais la tracer ici. Donc, ça va être une droite horizontale, tout simplement. I ampère, U volt, et vous trouvez une droite constante. Et puis la valeur ici, bien entendu, c'est la force électromotrice de la pile. Donc on appelle ça idéal, ou bien aussi vous avez le mot parfait aussi, d'accord? Voilà ce que l'on peut dire sur la caractéristique d'un générateur. Donc comment représenter un générateur non idéal de tension, hein? Je vais vous donner générateur non idéal de tension. On peut le représenter comme ça, ou
comme pour une pile, vous voyez, comme ça, moins, plus. Voilà, générateur idéal maintenant. De tension. Eh bien, il va être représenté avec un trait, un cercle, mais il y a un trait qui le traverse, vous voyez, comme ça. Ça, c'est différent de ça, vous voyez. Hein? Donc ça, c'est un générateur idéal. Bien, on passe maintenant au récepteur. Voici le schéma du montage qui permet de tracer la caractéristique d'un récepteur. Donc on a un générateur, on a une résistance variable, un rhéostat. Ici j'ai le récepteur, donc je branche un voltmètre aux bornes de ce récepteur qui va me donner la tension U, et j'ai un ampèremètre qui me donne l'intensité du courant I qui traverse le récepteur. Remarquez que ici, bien sûr, j'ai utilisé la convention récepteur. U, I sont de sens opposé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On relève les différentes valeurs de U et de I, puis on trace la courbe U en fonction de I. Donc, si je trace et je trouve... Voilà, je mets I en ampères, et puis là j'ai U en volts, donc j'ai 0 ici. Donc je trace et je trouve, admettons, cette droite-là. Sachez que c'est une fonction affine croissante. Donc, cette fonction-là a pour équation U égale à A fois I plus B, comme pour le générateur, sauf ici, A est supérieur à 0 car la fonction affine est croissante. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, la pente me donne petit a, qui est égal à delta U sur delta I, comme pour trouver le coefficient directeur d'une droite quelconque. Et petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc si on trouve une caractéristique qui ressemble à cette droite, c'est-à-dire une fonction affine croissante, il ne peut s'agir que soit d'un moteur électrique, qui donne de l'énergie mécanique, soit d'un électrolyseur qui donne de l'énergie chimique. Ça veut dire qu'il transforme l'énergie électrique en énergie chimique et le moteur qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc leur caractéristique ne passe pas par 0, il est représenté par une fonction affine croissante, contrairement au générateur où la fonction affine était décroissante. Donc, petit b n'est rien d'autre que une tension qu'on appelle E', et petit a, c'est comme pour le générateur, c'est une résistance interne qu'on note petit r. Donc, quelle est l'équation maintenant de la caractéristique? L'équation de la caractéristique, c'est U égale à E' plus R fois I. Donc voilà la caractéristique de ce genre de récepteur. Bien entendu, U c'est en volts, E' c'est en volts, R c'est une résistance, c'est en ohms, et I c'est en ampères. Donc le petit b, c'est égal à E'. Ici c'est E'. Vous voyez pourquoi on met E' pour différencier de E, puisque E c'était pour les générateurs. Maintenant, que représente E' et petit r?
E' représente la résistance interne du moteur. Sachez que dans un moteur quand il fonctionne, il chauffe un peu, et cette chaleur, elle est due à l'effet Joule dégagé par cette résistance petit r. Voyez. Donc E', c'est ordonné à l'origine. Si on vous demande de trouver E', c'est ordonné à l'origine. Et ça s'appelle la force contre électromotrice du récepteur, du moteur ou bien l'électrolyseur, du moteur ou bien de l'électrolyseur. Force contre électromotrice, donc force contre électromotrice. En fait, c'est une tension électrique. Hein. Si on ne la dépasse pas, le moteur ne marche pas, vous voyez. Donc, il faut qu'on soit au-delà de E' pour que le moteur fonctionne, si vous préférez. Et donc, R petit r, c'est résistance interne, soit du moteur, soit de l'électrolyseur. Ça dépend de quel récepteur il s'agit. Donc voilà la caractéristique de ce genre de récepteur, à savoir moteur électrique ou électrolyseur. Ils ont la même fonction affine. Donc les exercices qu'on peut vous demander ici, c'est soit tracer d'abord la fonction, la courbe, ensuite déduire de la courbe de quel récepteur il s'agit. Hein, si on vous donne rien, si vous trouvez une fonction affine comme ça, ben vous allez dire ça peut être soit un moteur, soit un électrolyseur. En tout cas, ce n'est pas un générateur, hein, d'accord? Et après, on peut vous demander aussi de trouver les caractéristiques, bien sûr, du moteur ou bien de l'électrolyseur. Ça veut dire le E' et le petit r. Donc, petit r, bien entendu, c'est en ohms. Et ici, le E', c'est en volts. Voilà pour ce récepteur. Donc, c'est maintenant pour le récepteur précédent. En traçant U en fonction de I, on trouve une fonction linéaire de ce type. Eh bien, on va écrire que la relation entre U et I, c'est de la forme U égale à AI. Donc, il y a proportionnalité entre U et I. Et encore une nouvelle fois, le A n'est rien d'autre que le coefficient directeur ici de la droite, qui est égal à delta U sur delta I. Et là, il est supérieur à 0. Donc, si on calcule le petit a, ben, on va le trouver égal à la résistance R du récepteur. Ça veut dire que le récepteur qu'on vient d'étudier n'est rien d'autre qu'un conducteur ohmique. Vous voyez? Conducteur ohmique. Donc vous voyez qu'on peut mettre le dipôle qui est récepteur dans une boîte, le cacher, et puis relever le U et le I, tracer la caractéristique et déduire ce qui se cache dans la boîte. Est-ce que c'est un conducteur ohmique? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que c'est un électrolyseur ou autre? Rien qu'à partir de la caractéristique. Donc, puisque petit a égale à R, hein, d'accord? Donc, petit a égale à grand R du conducteur ohmique, et par conséquent, U égale à R fois I, avec U volts, R ohm et I en ampères. On vient de trouver la relation donc entre U et I, hein, qui nous montre la proportionnalité entre U et I, et que le coefficient de proportionnalité n'est rien d'autre que la résistance du conducteur ohmique. Et cette loi, ça s'appelle la loi d'Ohm.
Elle est très intéressante en électricité. Donc, un petit résumé. Donc, on a cherché la caractéristique d'un récepteur. Donc, on a trouvé une fonction affine, croissante. Donc, soit moteur, soit électrolyseur. Ensuite, on a trouvé une fonction linéaire. Donc, fonction linéaire, ça veut dire qu'elle passe par 0. Dans ce cas-là, il s'agit d'un dipôle passif. Donc, tous les dipôles passifs, leurs caractéristiques passent par 0. Là. Donc, caractéristiques passe par 0. Et c'est ce genre de dipôles qui convertissent intégralement l'énergie électrique en énergie thermique. Donc voilà, je vais résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Générateur non idéal de tension. Donc on a trouvé une caractéristique comme ça, avec U égale à E moins RI. E, force électromotrice, résistance interne. Et ça, c'est la caractéristique d'un générateur non idéal. Générateur idéal. Tout ça, c'est à apprendre parce que prochainement, on va travailler sur l'énergie électrique et on doit connaître absolument ces équations-là. Vous voyez, générateur idéal. Donc, on a trouvé quelque chose de constant. Mais je vais les mettre ici et là. Donc, U égale à E. Donc, c'est une constante qui ne dépend pas de I. Ici. Maintenant, pour fonction croissante, donc U égale à E' plus RI. Donc ça peut être soit un moteur ici, moteur, ou électrolyseur. Donc voilà l'équation de U en fonction de I. Et enfin, un conducteur ohmique. C'est la loi d'Ohm. U, I, ampère. Donc U égale à R fois I. Donc voilà pour les caractéristiques d'un dipôle. Prochainement, on verra l'énergie électrique dans ces dipôles que je viens de faire aujourd'hui.